Avez-vous déjà entendu parler de l'incident du col de Dyatlov? Laissez-moi vous raconter l'histoire de 10 randonneurs qui sont partis au petit matin du 2 février 1959 dans les montagnes de l'Oural en Russie. Ce qui semblait être une expédition tout à fait banale finira par une scène macabre inexplicable. Un grand nombre de théories et d'hypothèses règnent autour de ce mystère. Laissez-moi vous détailler tout ce que nous savons aujourd'hui à ce sujet. Entre scènes macabres et circonstances étranges, enquêtons sur l'affaire du col de Dyatlov. Cette expédition était composée de 10 membres de l'Institut Polytechnique de l'Union soviétique de l'Oural à Ekaterinbourg, 9 étudiants et un professeur d'éducation physique. Ce groupe de randonneurs expérimentés se forme pour voyager à travers le nord de l'Oural dans l'oblast de Sverdlovsk. Le but de l'expédition est d'atteindre Autorten, une montagne située à 10 km au nord du lieu du drame. Cette route, à cette période de l'année, est estimée être catégorie 3, la plus difficile à pratiquer. Le 25 janvier, les étudiants et leurs professeurs arrivent en train à Ivdel et se font emmener à Vizey, la dernière localité habitée du nord. Le 27 janvier, premier jour de l'expédition, tout le groupe s'engage en direction de Autorten. Le 28 janvier, au lendemain du début de l'expédition, l'un des membres, Yuri Yudin, quitte le groupe en raison d'une blessure au dos. Sans le savoir encore, cette blessure lui sauvera la vie. Le 31 janvier, le groupe atteint la limite d'une région montagneuse et commence à se préparer à l'ascension. Dans une vallée sauvage, ils font le plein de nourriture et d'équipements pour le voyage du retour. Le lendemain, au 1er février, les randonneurs commencent à franchir le col. Tout indique qu'ils ont l'intention de franchir le col et d'atteindre le camp de l'autre côté la nuit suivante. Mais en raison de la détérioration des conditions météorologiques causées par une tempête de neige et de la diminution de la visibilité qui en résulte, ils ont été désorientés et tournent trop à l'ouest, en direction du sommet du Kholat Syakhl. En se rendant compte de son erreur, le groupe a décidé de s'arrêter et d'installer son campement sur le flanc de la montagne. Le 11 février, 10 jours plus tard, l'équipe de Dyatlov était censée arriver à Vizey, d'où elle devait envoyer des télégrammes à leur famille pour leur annoncer qu'ils étaient arrivés sains et saufs, ce qui ne se produira malheureusement jamais. Après plus d'une semaine sans nouvelles du groupe, des parents et des amis ont commencé à demander à l'Institut Polytechnique de l'Oural de rechercher et de sauver l'équipe disparue. Les autorités civiles et militaires ont également participé aux recherches et des avions et des hélicoptères ont été envoyés dans la région. Le 25 février, l'un des pilotes a remarqué quelque chose d'étrange sur l'une des pentes de la montagne. Au 26 février, un mois après le début de l'expédition, une équipe de sauveteurs au sol s'est rendue dans le camp abandonné sur le versant est de la montagne Kholat Syakhl, remarqué la veille par l'un des pilotes. La tente était vide, très endommagée, avec un certain nombre d'empreintes de pas faites par au moins 8 personnes différentes qui auraient été autour de la tente. Un élément troublant est que la tente dans laquelle tout le groupe se reposait probablement était pour des raisons inconnues déchirée en son milieu et recouverte de neige. Les affaires et les chaussures du groupe étaient éparpillées dans la zone. Quelque temps plus tard, on a découvert que la tente avait été découpée de l'intérieur, comme si les occupants avaient désespérément tenté d'échapper à quelque chose présent avec eux à l'intérieur de la tente, ou qu'ils étaient simplement partis précipitamment à cause de quelque chose qui approchait. Les traces trouvées étaient des pieds nus ou avec une seule chaussure. Les traces de pas descendaient une pente à travers une zone boisée. À environ 450 mètres de la tente se trouvaient les restes d'un feu de camp, sous un pin. Et pire encore, à côté des cendres, les corps gelés de 2 des membres de l'équipe, Doroshenenko et Krivoshenenko. Bien que les corps soient proches de la tente, tous deux étaient pieds nus et seulement en sous-vêtements. Le pin où se trouvait le feu de camp présentait des branches cassées d'une hauteur de près de 4 mètres de haut. Des traces de poings incrustées dans l'écorce du pin ont permis aux médecins légistes de déterminer que les 2 grimpeurs avaient désespérément tenté d'escalader l'arbre, laissant leurs mains mutilées. Avec ces éléments, on peut déjà se poser beaucoup de questions. Qu'essayait-il de faire en grimpant à cet arbre? Que fuyait-il? Une sorte de bête? Possible, mais aucune trace d'animal n'a été retrouvée. Par ailleurs, à quel moment ces 2 hommes à moitié nus auraient-ils pu faire un feu de camp et mourir de froid sans avoir été blessés par un animal? Et surtout, comment la situation a pu déraper à ce point-là?
Le cadavre de Dyatlov a été retrouvé à 270 mètres des autres corps, un peu plus près du camp. Il est couché sur le dos, une main accrochée à une branche de bouleau, l'autre semblant protéger sa tête d'un agresseur inconnu. Le corps de Ziniada Kolmogorova a été retrouvé couché sur le côté avec des écorchures sur le visage et les mains et des traces de gelure. Il y avait également des traces de sang, mais il n'a jamais été possible de savoir s'il s'agissait du sien ou de celui de quelqu'un d'autre, car il n'y avait aucun signe de lutte avant sa mort. Plus près de la tente, le corps de Rusten Slobodin a été retrouvé face contre terre, à moitié enterré dans la neige, avec des abrasions sur le visage. Son crâne a été fracturé, mais les médecins légistes ont déterminé que la cause la plus probable du décès était l'hypothermie. Les corps des autres membres n'ont pas été retrouvés immédiatement. Il fallut attendre quelques temps pour que la neige fonde avec l'arrivée du printemps et qu'ils soient enfin découverts. Dans le courant d'un ravin, à environ 68 mètres de l'endroit où Doroshenko et Krivoshenko ont été retrouvés, et près d'un abri de fortune, les 4 autres randonneurs ont été retrouvés enterrés à 3 mètres sous la neige et la glace. Tous semblaient souffrir de graves blessures internes. Lyudmila Dubinina était allongée sur les genoux, la poitrine contre la roche et la tête rejetée en arrière. De l'eau coulait sur son visage, ses orbites étaient vides et sa langue avait disparu. Semyon Solratyov a été retrouvé avec les orbites vides aussi. Alexander Kolovator et Nikolai Thibault-Brignol ont été retrouvés ensemble. Contrairement à leurs compagnons, ces victimes étaient entièrement vêtues. Comme dans le cas de Slobodin, le crâne de Thibault-Brignol présentait des traces de coups portés par un objet lourd. Alexander Kolevatov et Lyudmila Dubinina ont été battus au point de se briser plusieurs côtes et de souffrir de lésions internes massives. Étrangement, rien n'indique ce qui a pu causer ces graves traumatismes. Et plus étrange encore, les corps ne présentent aucune trace de lésions de tissu mou, ni même d'échymose selon les médecins légistes. L'autopsie a déterminé que la force avec laquelle les corps des 4 derniers membres ont été battus dépassait celle qu'un être humain pouvait exercer, déclarant que les dommages étaient équivalents aux effets d'un accident de voiture. Il a également été noté qu'à un moment donné, ils ont utilisé les vêtements de leurs autres compagnons pour fabriquer des manteaux, des pantalons et des chapeaux. Lors des funérailles, certains membres de la famille ont déclaré que la peau de certains des membres décédés avait une teinte orangée et que leurs cheveux étaient d'un gris terne. D'autre part, certains vêtements trouvés sur les corps présentaient des émissions supérieures aux niveaux normaux de radiation. Pour tenter d'élucider ce qui s'est passé, les événements ont été reconstitués à l'aide de magazines et de pellicules trouvées sur le site. La première question est de savoir pourquoi l'équipe a choisi de camper sur une face de montagne complètement découverte, alors qu'il y avait un détour à moins d'1 kilomètre qui leur aurait permis de se protéger des éléments hostiles. Yudin, le seul membre survivant de l'équipe, a déclaré « Dyatlov ne voulait probablement pas perdre la distance qu'ils avaient parcourue. L'autopsie des 5 premiers corps retrouvés a révélé qu'il n'y avait pas de blessure qui aurait pu causer la mort de l'un d'entre eux. Outre diverses abrasions sur le visage et les bras des 5 corps, l'analyse a révélé une fissure d'environ 6 cm dans l'os du crâne de Rusten Slobodin et une contusion sur le côté de Zinayada Kolmogorova, causée par des objets contondants. Les experts légistes ont conclu que les 5 randonneurs retrouvés le 26 février étaient morts d'hypothermie. Cependant, loin de clarifier la séquence des événements, les autopsies des 4 autres corps retrouvés plus tard ont radicalement changé le cours de l'enquête. Ces derniers présentaient des blessures mortelles. Les conclusions médico-légales font état d'un décès par polytraumatisme, causé par des causes indéterminées. Une autre traduction étant une force inconnue et insurmontable qui a causé les décès. Il est certain qu'avec ce genre de conclusions faites par les médecins légistes, les aficionados des théories du complot ont pu s'en donner à cœur joie. Voici ce qui en est ressorti. Selon certaines personnes, le groupe aurait pénétré sur le territoire de la tribu des Monzi, qui, furieux de cette intrusion, aurait forcé les membres à s'enfuir de la région. On dit que dans la fuite, les cris de Dubinina ont agacé l'un des Monzi, qui l'a jeté à terre, lui a cassé les côtes et lui a arraché la langue pour l'empêcher de crier. Cependant, selon les enquêteurs militaires, les coups observés sur les cadavres n'ont pas pu être infligés par un être humain. Cette théorie est donc réfutée. Selon des rapports archivés, un groupe de randonneurs campant environ 32 km au sud de Kolatsiakol, la nuit en question, a repéré une série d'étranges sphères oranges dans le ciel au nord. Ivanov, le principal responsable de l'enquête, pensait que ces sphères pouvaient être impliquées dans les morts de nos protagonistes.
Lors d'une interview en 1990, il a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de clore l'affaire et de la classer, les résultats comme top secret. Ainsi que la présence de radioactivité sur l'un des corps a appuyé pendant longtemps cette théorie. Cependant, n'existe-t-il pas une théorie qui ferait plus de sens ? Cette théorie suppose que le gouvernement soviétique effectue un test top secret d'une arme inconnue sur les pentes solitaires de Kholat-Syakhl et que l'équipe en aurait été victime, intentionnellement ou accidentellement, qui pourrait être basée sur quelque chose lié à des dispositifs à infrasons. Cette théorie pourrait également inclure le lancement de diverses fusées secrètes, un essai d'armes à rayonnement ou l'utilisation des mines larguées par des parachutistes. En février 2008, lors d'une conférence organisée par l'Université technique d'État de l'Oral et la Fondation Dyatlov, 6 membres survivants de l'équipe de sauvetage et 31 experts techniques se sont réunis à Ekaterinbourg, en Russie, pour analyser les preuves et déterminer que leur mort était probablement le résultat involontaire d'un essai militaire secret. Cependant, de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec cette conclusion et aucun élément concret permet de valider cette théorie. Certains ont suggéré que l'équipe avait été victime de la bête sauvage de Sibérie, connue des habitants sous le nom de Soul. Beaucoup ont suggéré que le terrifiant rugissement de la bête aurait été l'une des raisons de la panique. Les deux principaux fondements de cette théorie sont les blessures d'impact apparemment inexpliquées trouvées sur le crâne et le torse de certains des cadavres. Ce qui ne cadre pas à cette théorie, c'est le fait qu'aucune trace d'animal n'a été retrouvée, à l'exception de celle des membres de l'équipe. Cette théorie est donc réfutée. Voici les faits avérés que nous avons sur cet incident. 3 membres sont morts de blessures mortelles, beaucoup trop violentes pour provenir d'un autre être humain, et les 6 autres sont morts d'hypothermie. Certaines victimes ont été retrouvées sans langue ni yeux. La plupart des corps ont été retrouvés quasiment nus. La tente a été déchirée depuis l'intérieur. Aucun élément prouve qu'il y avait d'autres personnes ou animaux ou aucune présence qui aurait été présente dans les environs. Les empreintes de pas montrent que tous les membres du groupe sont partis à pied de leur plein gré. Des traces de radiation ont été retrouvées sur les vêtements de certaines victimes. Je sais, cette histoire semble relever de l'impossible. Tant de mystères sur des décennies et personne ne peut donner de raison viable. Et même les raisons les plus difficiles à remettre en cause, on peut toujours trouver quelque chose à redire. En fonction de ce que j'ai trouvé avec mes recherches, laissez-moi vous retracer selon mon point de vue ce qui s'est vraiment déroulé au cours de cette nuit fatidique. Les conditions météorologiques étaient défavorables. Du vent, de la neige et des températures qui se dégradaient heure après heure. Avec une visibilité médiocre, ils ont commencé à dévier de leur trajectoire. S'apercevant de la difficulté de la tâche, ils ont décidé de s'installer où ils pouvaient. Après avoir installé tant bien que mal leur tente, ils ont pu commencer à se réchauffer. Cependant, la météo ne s'est pas améliorée. Au cours de la nuit, la neige continuant de s'accumuler depuis plusieurs heures, la neige qui se trouvait déjà sous eux ne s'était pas encore agglomérée, formant une base fragile sur laquelle une grande quantité de neige finit par se rompre et créa une mini-avalanche qui écrasa la tente de nos expéditeurs. Le choc fut si violent et soudain, 3 d'entre eux subirent des chocs violents comme si une voiture les avait percutés. Affolés, tous se réveillèrent en plein sommeil, désorientés, et déchirèrent la tente de l'intérieur pour tenter de s'en extraire. En pleine nuit, une visibilité quasiment inexistante et avec des températures avoisinant les -20, -25 degrés Celsius, les explorateurs pris de panique se dispersèrent. Certains groupes se formèrent et c'est pour cela qu'on les retrouvera ensemble par la suite, un peu éparpillés partout. À cause des températures extrêmes, ils souffrirent d'hypothermie, ce qui entraînèrent pour la plupart d'entre eux un choc cognitif, qui peut se traduire par une fausse sensation de chaleur extrême, ce qui est également observé chez les personnes souffrant du mal de l'attitude avec un certain degré d'œdémie cérébrale. Ce trouble est appelé déshabillage paradoxal. Par la suite, certains des corps seront retrouvés plus d'1 mois plus tard, laissant le temps à la faune locale de se nourrir des matières molles les plus accessibles, de certains des corps comme les langues et les yeux. Lors de l'enquête, certaines personnes mettront en évidence des traces radioactives présentes sur les vêtements et non les corps de certaines des victimes. N'oublions pas un élément essentiel à ce sujet. Nos expéditeurs étaient des scientifiques pour la plupart et utilisaient des laboratoires dans leur quotidien. Les services de sécurité étaient plus faibles à cette époque qu'aujourd'hui. Il est tout à fait probable que certains d'entre eux aient été en contact avec des éléments radioactifs qui auraient laissé des traces sur leurs vêtements. Aujourd'hui, cette hypothèse semble être la plus louable, mais vous, qu'en pensez-vous ?
Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de travailler sur la qualité de l'analyse et sur mes recherches pour détailler un peu plus dans cette vidéo un cas concret de mystère à résoudre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en prendrai bonne note pour la suite et pour la création de mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!